Bienvenue à la deuxième saison de votre magazine Quand les jeunes s'en mêlent. Merci de votre fidélité et attention. Laetitia Mbombo, votre présentatrice, a un honneur de vous retrouver et de vous savoir nombreux en train de nous suivre, toujours accompagnée de la grande équipe de Quand les jeunes s'en mêlent, dans le grand souci de recherche, des informations et des bonnes allons. Pour vous, aujourd'hui, nous recevons Monsieur Jean-Marie Kassamba, qui est DG de la télévision 50, mais aussi professeur d'université. Alors, je conclue par dire qu'il est aussi journaliste. Avec lui, nous parlerons de 3 points. Le tout premier point, il s'agit donc de l'actualité, c'est les dialogues. Nous chiterons par les préoccupations de la jeunesse congolaise. Je le salue à votre place. Monsieur Jean-Marie, bonjour. Bonjour et bonne année, je vais bien, merci. Merci, pareillement. Merci. Merci d'accepter notre invitation du jour, c'est un honneur pour nous. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de partager avec la jeunesse, surtout que je suis très préoccupé par la formation des jeunes et en même temps une bonne éducation de la jeunesse qui est souvent soit manipulée, soit désorientée quand elle n'a pas de bonnes informations. Ok, mais je me dis, en tout cas, la manipulation vient toujours du média. Mais là, ne fait pas l'objet de notre objet du jour. Je vais tout de suite, puisque j'ai vraiment envie de parler et de vous avoir sur vos propres mots. C'est déjà le mois passé, en décembre, si je ne me trompe pas, c'est du 10 décembre, lors de la conférence que vous avez eu encore à rencontrer une masse de jeunes qui, justement, vous avez pris part en disant au long de cette conférence que vous souhaiterez ou encore vous verrez l'optique dans laquelle il faudrait créer une couche de jeunes congolais pour faire part lors du dialogue. Alors, ma question est celle de savoir quelle catégorie de jeunes congolais comptez-vous intégrer lors de cette période? Bon, d'abord, je dois vous remercier pour cette nouvelle émission. Je pense que quand vous avez commencé dans ce métier, vous l'avez reçu, je pense, la première fois. Oui. Et je vous avais encouragé à l'époque d'améliorer la manière de faire parce que c'est très important quand les choses sont bien faites. Je suis personnellement très préoccupé par l'avenir de notre pays, aussi par rapport à notre jeunesse. Oui. Parce que cette jeunesse, nous sommes à 60% jeunes, nous les Congolais, et que si elle n'est pas bien encadrée, elle risque d'avoir des soucis dans les années à venir. C'est pour ça que chaque fois quand la jeunesse fait appel à moi, je cherche l'expertise, je n'hésite pas à y venir, et c'est ce qui a d'ailleurs motivé que je puisse enseigner aux jeunes universitaires pour leur permettre d'avoir de la matière, la vraie matière, de sorte que leur avenir soit aussi garanti par rapport à cela. Dans quelle situation sommes-nous aujourd'hui dans notre pays? Nous sommes tout simplement dans une phase d'évolution démocratique. Rappelez-vous qu'en 2006, nous avons eu ici les premières élections dans notre pays. Et qu'en 2011, nous avons eu les deuxièmes élections démocratiques. Et que les 2 cycles, ou si vous voulez, ces 2 fois que nous nous sommes présentés aux élections, malgré les engagements des uns et des autres, il y a eu la guerre. Après les élections de 2006, ici même où nous nous trouvons, c'était un champ de bataille, ici, dans cet endroit, qui était à l'époque d'ailleurs pas dans un état comme celui-ci, moderne, très vivable, etc. Depuis que les Belges étaient partis, on appelait cette place des évolués. Et ce n'est resté que de nom. C'était quasiment une poubelle. Aujourd'hui, c'est très agréable du reste. En 2011, la même chose. L'un des candidats perdants s'est même autoproclamé président. Et donc, ce 3e cycle électoral, nous devons l'aborder avec beaucoup de responsabilités, avec beaucoup de recul, de sorte qu'il faut prévenir notre population des situations malheureuses. C'est pour cela que, compte tenu des impératifs ou des préalables qu'il faut naturellement accomplir, nous ne pouvons plus aller aux élections avec déjà des assurances que ça va péter derrière. D'où la nécessité de rassembler les Congolais, parler, que chacun émette ses problèmes, que nous évoquions des problèmes qui risquent de poser des soucis après les élections, pour qu'on puisse tomber d'accord sur la manière de faire,
de sorte qu'une fois qu'on organise les élections, au moins on est tombé d'accord, c'est ce qui a été dit. Et donc, j'avais dit la fois passée que ces élections doivent se faire aussi avec les avis de la jeunesse. D'autant plus que la Il jeunesse faut faire sont toujours participer la reculées. jeunesse au débat. Mhm. J'avais dit là, à l'époque, quand M. Kalev avait organisé la conférence, qu'il faut que les jeunes s'organisent pour prendre part effective à ces dialogues. Mhm. Pour que les jeunes apportent leur cahier des charges, qu'ils expliquent non seulement aux politiques qu'il faut compter avec eux, mais quand les décisions seront prises pendant la période après les dialogues, pour que quand on va organiser les élections, que les jeunes se sentent impliqués. Alors moi je vais savoir, Monsieur Jean-Marie, est-ce que cette jeunesse dont vous faites allusion est une jeunesse déjà connue d'avance, ou vous avez déjà eu à sélectionner le fils de tel, la fille de tel, ou c'est une jeunesse où on va devoir recruter dans l'ensemble? Non, d'abord la jeunesse aujourd'hui, d'abord elle est plurielle, elle est sur l'ensemble du territoire national. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes 60% jeunes, nous le Congolais. Donc on ne peut pas présélectionner des jeunes qui vont participer. Les jeunes sont déjà organisés aujourd'hui en organisation des jeunes au niveau des universités, au niveau des jeunes travailleurs. Il y a aujourd'hui la Ligue des jeunes. Dans des partis politiques, il y a des jeunes. Et donc, il va y avoir secteur par secteur des jeunes qui vont, on va dire, s'auto-désigner par corporation, par secteur. Par exemple, les confédérations des étudiants vont déléguer des jeunes. C'est de province, ils vont déléguer des jeunes. Je pense même que même nos jeunes qu'on dit de la rue, le mot que je réfute, ce ne sont pas de la rue, ce sont des jeunes qui sont en manque d'encadrement, qu'il faut absolument encadrer. Eh bien, il y aura aussi la participation des jeunes de la rue, ce que vous appelez des chégués. Il faut trouver par province, par commune, au moins une personne qui représente ces jeunes, parce qu'ils ont aussi un point de vue à émettre, parce que c'est leur pays, il ne faut pas les mettre de côté. Donc moi, je milite pour ça. Alors c'est très bien dit, nous restons toujours dans l'actualité. Alors une question au travers de Junior Kitenge. Merci Laetitia Mbombo pour la parole. Monsieur Jean-Marie Kassamba, bonjour. Bonjour. Actualité oblige, nous allons aborder le point concernant le dialogue. Alors vous êtes de ceux qui soutiennent activement la tenue de ce dialogue, notamment par votre sensibilisation à la télévision. Mais moi je veux savoir, prenons l'hypothèse par exemple, au sortir du dialogue, les parties prenantes décident d'une transition, chose qui n'est pas reprise dans la Constitution. Alors, comment allez-vous procéder pour contourner les dispositions de la Constitution au profit des résolutions du dialogue? Autrement, comment allez-vous procéder pour anéantir les dispositions pertinentes de la Constitution, un texte élaboré voté par le peuple au profit des résolutions prises par un groupe de politiques? Telle est notre question. Alors, je vais éclairer votre lanterne sur un certain nombre de choses. Je pense que les jeunes qui nous suivent vont aussi prendre note. De quoi il s'agit? Il s'agit d'abord de parler des problèmes du pays, des problèmes du Congo. Chaque peuple se donne des textes. Ça peut être une constitution, ça peut être de lois, ça peut être des accords, et ces accords doivent être au profit de la population, pour la paix, la sérénité, les bons vivre ensemble dans la cité. Nous avons une constitution de 2005. Cette constitution, elle est issue du dialogue intercongolais qui réunissait à l'époque des belligérants qui se sont fait la guerre. Le RCD, le MLC, la partie gouvernementale. On y a associé la société civile et même l'opposition qui n'avait pas fait la guerre, l'UDPS par exemple, et le PALU. Et donc, cette constitution a été proposée par référendum, ça veut dire que votée par le peuple, même si certains partis politiques à l'époque n'avaient pas voté, dont l'UDPS, les autres. Mais elle a été votée par référendum, adoptée, promulguée par les chefs de l'État, et c'est cette constitution qui nous régit aujourd'hui. Mais la constitution, c'est un texte. À l'époque, elle était mise en place pour résoudre des problèmes de belligérance
résoudre des problèmes de paix, résoudre des problèmes des institutions qui allaient présider pour l'avenir de notre pays dès l'époque. C'est pour ça qu'il y avait des dispositions dans cette constitution qui tenaient compte de l'époque. Aujourd'hui, les choses ont complètement changé. Je vous donne quelques exemples. À l'époque, on avait dit que la constitution congolaise décrète que la nationalité, elle est une et exclusive. Ça veut dire que si vous êtes congolais, vous n'avez droit qu'avoir une seule nationalité. Tout le monde sait que dans les institutions de la République, au moins 40% des animateurs ont au moins 2 nationalités. Certains ont même 3 nationalités. Tout le monde le sait. Mais hypocritement, les gens tolèrent. Il y a eu même ce qu'on appelle le moratoire. Le moratoire. Ça veut dire quoi? Non, on n'en parle pas pour le moment, on attend. Mais il se pose un problème avec notre diaspora. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les combattants. Dans les combattants, il y a à peu près 70% qui ont la double nationalité. Mais ils demandent aussi à voter ou à être votés au Congo. Comment voulez-vous intégrer la diaspora qui va participer, n'est-ce pas, aussi au dialogue, si on ne change pas la constitution? Sans état d'âme, je veux dire, sans passion. Parce que quand on dit changer la constitution, c'est comme si on tue quelqu'un. Non, on ne tue personne. Ça veut dire permettre à un certain nombre de Congolais de participer au suffrage, être élu et élire aussi. Deuxième observation. Vous me dites, mais si le dialogue va décider des choses, comment on va outrepasser les dispositions constitutionnelles? Mais c'est simple. D'abord, ceux qui vont dialoguer, c'est qui? Ce n'est pas les Congolais. Ce n'est pas seulement les hommes politiques. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il va y avoir, bien sûr, la classe politique, mais il va y avoir la société civile, il va y avoir des jeunes, il va y avoir la diaspora. Ce sont des Congolais qui vont représenter leur peuple. Je vais terminer. Et quand on va sortir de ces dispositions, il y a des institutions de la République. Vous avez l'Assemblée nationale, qui est la représentation du peuple. Ces textes, enfin, ces décisions seront suivies à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on appelle le compromis politique des forces vives. Et ça va demander, si possible, un arbitrage des cours, on va dire, les institutions supérieures en termes de justice. Aujourd'hui en France, François Hollande a réuni la classe politique hier. C'est pour quoi faire? Chercher à modifier la constitution française par rapport à un certain nombre de dispositions qui ont été prises, notamment la loi pour déchoir certains Français qui ont commis des crimes. Ce sont les hommes politiques. On va modifier la constitution. Donc ne soyez pas frileux lorsqu'il s'agit de parler de la modification de la constitution, parce qu'on la modifie partout. Au Sénégal, par exemple, Macky Sall propose la modification de la constitution pour réduire la durée du mandat présidentiel. Donc ne soyez pas dogmatiques. La constitution, c'est un texte, on l'a adopté par référendum. Le même peuple peut le changer. Ce n'est pas un problème. Merci. Nous vous avons suivi avec beaucoup d'attention. Seulement, il se pose aussi un problème. Parce que les gens se demandent pourquoi seulement à quelques jours de la fin du mandat du président actuel, et qu'on se rend compte qu'il fallait justement essayer de prendre en compte tout ce que vous avez soulevé comme difficulté. Justement, ce sont des points assez importants. Mais qu'en est-il? Le délai, pourquoi attendre à la veille justement de la fin du mandat? Ça, c'est aussi un problème. Ou est-ce qu'il y a une idée cachée derrière cette attente? Exactement. Alors, je réponds justement à votre question avec beaucoup de liberté. Rappelez-vous que à l'issue des élections de 2011, on a dit que Ngoï Mulunda avait mal organisé les élections. On a même dit que c'était des élections chaotiques. La classe politique, notamment celle de l'opposition, et la société civile avaient émis le vœu qu'il faut modifier la CENI. On a dit que Ngoï Mulunda a mal travaillé, il faut réformer la CENI.
Mais vous savez pourquoi on a dit qu'il avait mal travaillé? Oui, parce qu'il avait organisé les élections d'une manière précipitée. Vous pensez que ce n'est que ça la raison? Oui, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas quelque chose caché Non, derrière? rien du tout. C'est parce qu'on ne l'avait pas laissé le temps d'organiser les élections dans les temps. On l'a poussé, on a dit au 28 novembre, absolument, il faut qu'il fasse les élections. Comme c'est le cas aujourd'hui. Pour ceux qui disent, en 2016, il faut absolument qu'on organise les élections. Mais si on va dans les conditions actuelles, ça sera pire qu'à l'époque d'Ngoï Mulunda. Donc, l'opposition avait demandé qu'on change la composition de la CENI. Ça a pris 8 mois. 8 mois. Le temps qu'on trouve de nouveaux mandataires, le temps qu'on trouve les nouveaux textes. On a même demandé qu'on change ce qu'on appelle les calendriers électoraux pour commencer des élections à la base. Ngoï Mulunda a proposé un calendrier qui a été balayé. On a dit non, il n'est pas bon le calendrier. Malouma lui a proposé notre calendrier. On a dit que ce n'est pas bon le calendrier. Vous pensez que pendant tout ce temps, qu'il y a des manœuvres de la part de la même classe politique, le temps ne passe pas? Si le temps passe. Les élections qu'on devait faire il y a 5 ans, on n'a pas laissé à la CENI la possibilité de le faire. Et donc, le manque de temps, ou les tergiversations, c'est le terme, de l'époque, ont fait que les élections n'ont pas été organisées par la CENI dans les bonnes conditions parce qu'on a remis en cause la même CENI. Il ne faut pas que les gens veulent une chose et son contraire. Veulent faire les choses dans le délai. Et lorsque l'État organisateur, la CENI, qui est la structure qui organise, commence à faire des choses, on remet en cause les processus. Pendant le temps que vous remettez en cause des choses, le temps passe. Moi, je me dis qu'il était temps pour vous d'essayer de voir dans quelle mesure le faire convenablement et que le résultat de la dernière fois aurait pu prêcher pour que cette fois-ci nous faisons les choses dans les normes et dans le temps prescrit et non pas prendre le temps ou attendre à ce que nous arrivons près du jour prévu pour commencer à étaler tout ce qu'il n'y a pas au moment. Je vous ai dit que juste après les élections de 2011, Ngoï Mulunda, président de la CENI, et son équipe avaient proposé déjà un calendrier électoral. Non seulement lui-même et son équipe étaient remises en cause, d'où on a modifié la composition de la CENI. Ça a pris du temps parce qu'il fallait ça part à l'Assemblée nationale, ça réparte. La classe politique, il faut qu'elle envoie des délégués, opposition, majorité, société civile. Ça a pris du temps. Les calendriers qu'il avait proposés remis en cause. Pendant tout ce temps que vous mettez des bâtons dans les roues de la structure on perd du temps. On reste là-dessus, mais je préfère... Il ne faut pas que les gens se fourvoient dans leur propre turpitude. C'est la faute à tout le monde, la classe politique en tête. Je reviens sur votre idée, mais je vais encore prendre une question au travers de Caleb Bonenfant. Bon enfant. Voilà, monsieur Jean-Marie Kassomba, je vous ai suivi hier à la télévision, on parlait de ceux qui aiment la paix et vous avez parlé du pape et les autres puisqu'ils soutenaient le dialogue en République démocratique du Congo en insinuant que ceux qui sont contre le dialogue, ce sont eux les ennemis